bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel update lecture, celui du mois de juin. Alors en juin, c'était la suite et fin du Flowers Books Challenge de Madame Errance, et en réalité moi, la plupart des livres de ce challenge, je les ai lus en juin. Je n'ai pas complété le challenge puisque sur les 7 fleurs, voire 8 avec le bonus, je n'ai pu lire que 6 livres, donc voilà, dont 5 sur le mois de juin, donc c'est plutôt pas mal finalement, même si du coup j'ai pas remporté le challenge, je suis quand même assez fière de moi. Le premier livre que j'ai lu au mois de juin, c'était Tuer les rats de Louise No chez Magic Mirror Édition, qui est une revisite, une réécriture du conte du joueur de flûte de Hamelin. Et cette revisite, elle est SF, donc j'ai eu un petit peu de mal à rentrer, mais elle est merveilleuse. Voilà, le côté SF a fait, étant donné que je suis pas une lectrice très SF, je suis plutôt fantasy, éventuellement contemporain avec de la romance, mais la science-fiction un peu moins. Donc ça fait que j'ai eu du mal à rentrer dans ce livre. Mais une fois que j'étais dans le roman, une fois que j'étais dans l'histoire, je l'ai adoré. J'ai adoré l'héroïne qui est vraiment pet sec. Cette héroïne dont j'avais momentanément oublié le prénom, donc j'ai dû chercher, elle s'appelle Flo et elle a vraiment un caractère bien trempé, quoi. Elle mâche pas ses mots, elle fonce avant toute chose et bien sûr il lui arrive toujours des bricoles. Et en plus elle est particulière en ce sens où elle a un ou des handicaps, ou en tout cas des parties de son corps sont bioniques, ses jambes notamment, et un de ses bras il me semble, oui c'est ça, on le voit d'ailleurs sur la couverture. Et donc ça la rend, alors si elle a plus de jambes concrètement, donc on lui a mis des jambes bioniques, donc on a ici dans ce conte à la fois, enfin dans cette revisite, à la fois donc la revisite du conte du joueur de flûte de Hamelin avec les rats, la place de la musique. Alors elle joue de la musique électronique, mais bon, c'est clairement de la musique qui fait bouger les choses là-dedans. Et donc on a à la fois la revisite du conte qui est très bien faite, du point de vue, on retrouve toutes les thématiques, tous les thèmes du conte avec le rat, enfin les rats, le village un petit peu replié sur lui-même, le maire qui promet mille et une choses et qui finalement ne tient pas ses promesses, les enfants, enfin on a tout ce qu'il faut dans le conte. Enfin du conte je veux dire, et puis on a aussi cet aspect, je dirais presque humaniste, enfin pas forcément humaniste, mais où on se demande ce que c'est qu'être humain. On traite donc du handicap, mais aussi des préférences tout simplement au niveau de l'amour. On traite de la différence de manière générale, et puis mine de rien en fond, moi j'avais l'impression qu'on traitait de fascisme. Alors je sais pas si c'était l'ambiance électorale du moment, mais j'avais vraiment l'impression que on avait de ça également là-dedans, et ça m'a énormément plu. Enfin, si ce n'est le début, donc cette difficulté pour moi d'entrer dans le roman, ça aurait pu être un énorme coup de cœur. Voilà, ça ne l'est pas, puisque, je vous dis, je vais pas me répéter 15 fois. Donc on a pour ce roman une note de 19,5 sur 20. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, ouais je fais le truc à l'envers, mais tant pis. On a ici une Flo qui est une musicienne, enfin elle fait de la musique électronique, et grâce à sa musique elle fait bouger les choses, elle fait bouger plus ou moins, enfin plutôt les êtres vivants. Donc elle prend le contrôle d'un être vivant, et grâce à son don, enfin même si c'est plutôt de la neuroscience, grâce à cette neuroscience donc elle va permettre à un village, le village d'Hamelin, donc en Allemagne, de se débarrasser de gros rats. Enfin d'abord elle y va, et puis voilà. Bon ça c'est le conte, et bien sûr tout ne va pas se passer comme prévu dans le conte également, si vous le connaissez, vous savez ce qui se passe. Voilà, je vais pas vous spoiler, mais en gros c'est vraiment une réécriture du conte. On a tout le conte, et en même temps c'est tellement différent, tellement innovant que j'ai adoré, voilà. Alors un livre que j'ai beaucoup moins adoré, c'est ma seconde lecture, donc Harry Potter et l'enfant maudit, partie 1 et 2, de John Tiffany et Jack Thorne. Donc d'après une nouvelle histoire originale de J.K. Rowling. À vrai dire, je sais même pas qui a écrit réellement cette pièce de théâtre. Mais bon, bref. C'est une pièce de théâtre, donc dans l'univers d'Harry Potter, où Harry Potter est papa de 3 enfants. Et donc sa femme, c'est Ginny. Bon, si vous connaissez Harry Potter, vous savez, puisque c'est la fin du dernier épisode, que ce soit en livre ou en film d'ailleurs. Et donc on les suit dans cette vie d'après en fait, quand les enfants vont à Poudlard, etc. et comment ça se passe. Et
bon, en fait, on n'a pas besoin d'avoir lu Harry Potter pour lire ça. Si on l'a lu, c'est bien. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on a grandi avec Harry Potter, comme moi entre guillemets, même si je l'ai lu sur le tard, les livres, les lectures sont loin. Et donc retrouver cette ambiance et puis surtout le côté jeunesse, alors que quand on a lu les livres d'Harry Potter, certes les premiers sont un peu jeunesse, mais quand on arrive sur les reliques de la mort ou même un petit peu avant, c'est plus très jeunesse. Enfin, si c'est du jeunesse, mais c'est quand même hard, quoi. Il se passe des choses, il y a la mort et tout, c'est beaucoup plus sombre. Et pour ceux qui n'auraient vu que les films, ben ça se voit. Et puis de toute façon, Harry Potter grandit, donc on est plus sur du young adulte que sur du jeunesse. Bref, ça a grandi. Ici, on a Harry Potter qui est adulte, donc on pourrait se dire que ça s'adresse à un public adulte, celui qui aurait lu Harry Potter, mais également, puisqu'on suit ses enfants, ou plus particulièrement l'un d'entre eux, à un public plus jeunesse. Donc c'est un livre, une pièce de théâtre qui s'adresse à un public assez large. Seulement voilà, c'est pas facile de contenter tout le monde, et ce livre est, mine de rien, plutôt jeunesse. Donc évidemment, hein, vous l'aurez compris au fil de mes dernières vidéos, ce côté jeunesse ne m'a pas trop plu. Ce qui ne m'a pas trop plu également, ce sont les nombreux retours dans le passé. C'est un petit peu le principe de cette pièce de théâtre, hein, ce sont des retours dans le passé puisqu'il est question d'un retourneur de temps qu'Hermione a trouvé et blablabla, alors qu'ils ont tous été détruits, elle l'a trouvé et ce retourneur de temps va être volé par le fils d'Harry Potter. Et ils vont s'en servir et ils vont changer certaines choses dans le passé et surtout revivre les événements qu'a vécu Harry Potter, enfin qu'ont vécu Harry Potter et ses amis. Et donc voilà, donc ça nous fait revivre ces moments-là, de ce côté-là c'est plutôt bien, mais en fait, tous ces allées et venues entre le passé et le présent, moi c'est quelque chose qui me plaît pas trop. Et alors, le pire dans cette histoire je crois, c'est Ron. J'ai trouvé Ron parfaitement ridicule. Alors certes, dans les films ou dans les livres, il est le copain d'Harry Potter qui fait un petit peu des bourdes, celui que Lavande rend complètement béat et amoureux, enfin voilà, le genre de Ron quoi. Mais c'est quand même aussi un garçon qui est a priori courageux, téméraire, mine de rien, derrière cette façade, il est autre. Mais là, c'est l'oncle Ron en gros, et c'est l'oncle qui fait des blagues à longueur de journée, qui est pas du tout sérieux, un peu à l'image de ses grands frères jumeaux. Et donc moi j'ai pas retrouvé ce personnage. Donc pour toutes ces raisons, j'ai mis à cette pièce de théâtre la note de 13/20. Deuxième et dernière, heureusement, déconvenue du mois de juin, c'est le second tome d'Orimiya, donc un manga de Hiro et Daisuke Hagiwara. Donc j'avais bien aimé le premier tome, je sais même plus quelle note tu avais mis, mais j'avais bien aimé étant donné que je suis pas lectrice de manga. J'avais aimé la fraîcheur, on vous dit hein, que c'est vraiment l'adolescence dans toute sa fraîcheur. Et oui, c'est vrai, hein, évidemment, c'est très frais, c'est une histoire d'amour qui prend son temps et c'est agréable. Et les dessins sont, ma foi, assez agréables également. Mais là, alors soit ça fait trop longtemps que j'avais lu le premier tome, soit je sais pas, mais j'ai été perdue par le nombre de personnages. En fait, vous êtes balancé dans l'histoire. Il n'y a pas de retour en arrière. Enfin, dans un roman, quand vous avez une suite, souvent on vous représente les personnages. Prenons par exemple Harry Potter. Et bien J.K. Rowling, dans les premiers tomes d'Harry Potter, si vous lisez le premier, vous lisez le deuxième, et bien au début du deuxième, vous avez quand même une espèce de description de ces personnages, un rappel de qui ils sont. Là, pas du tout, à aucun moment. Alors peut-être parce que c'est du manga et que c'est de l'image et qu'on s'appuie sur un média supplémentaire, hein. Il n'y a pas seulement l'écrit, il y a aussi le dessin. Mais quoi qu'il en soit, il y a je ne sais combien de personnages et moi ça m'a complètement perdue. Alors oui, on retrouve la fraîcheur de l'adolescence, oui on est de nouveau dans cette histoire d'amour qui prend son temps, on est sur un second tome mais c'est pas encore bien ancré cette histoire entre les deux. Mais donc les deux c'est Ori, la fille, alors pas celle-ci, et Miyamura, je sais plus qui là, ouais Miyamura voilà, qui sont tous les deux des étudiants, enfin des lycéens, chacun avec une face cachée complètement différente. Elle c'est la fille ultra populaire qui en fait est super timide, quant à lui c'est le garçon ultra timide qui au final cache de nombreux piercings et tatouages, voilà. Donc, et donc ces deux-là vont se retrouver et forcément ça va matcher, mais ça match en prenant son temps. Donc l'histoire de base était très bien, le premier tome m'avait plu, mais là,
Voilà, je vais pas le dire 15 fois, ce qui fait que j'ai mis à ce manga la note de 12 sur 20 et que je ne lirai sans doute pas la suite. On revient sur du bon, voire du très bon, avec le 11e tome de L'épée de vérité de Terry Goodkind, L'ombre d'une inquisitrice, publié chez Brajlon. J'ai parlé des maisons d'édition, ouais, Magic Mirror c'est suffisant, les plus petites, voilà. Donc, avec l'épée de vérité, c'est une saga qui est énormissime, hein. Là c'est le 11e tome, c'est une saga qui a 15 tomes et qui a une saga dérivée également. Cela étant, ce 11e tome marque un point charnière et même la fin d'un arc narratif. Donc chose que je ne savais pas. Moi je croyais que c'était le 13e, mais du coup voilà. Quand je suis arrivée à la fin, j'ai dit mais on dirait une vraie fin. Et effectivement, en faisant mes petites recherches, c'est une vraie fin parce que c'est la fin d'un arc narratif. Bref, ici on retrouve nos héros que sont Richard Ral, le seigneur Ral, donc seigneur des terres de Dara et même seigneur du monde libre entre guillemets, et puis Callan qui est, ou était, enfin qui est encore la mère inquisitrice, donc en tant qu'inquisitrice, elle a le pouvoir si elle vous touche et qu'elle déferle son pouvoir sur vous, de vous soumettre complètement à sa volonté et vous tout ce que vous voulez c'est lui faire plaisir, vous l'appelez maîtresse, c'est vraiment voilà, c'est tout ce qui compte dans votre vie, c'est faire plaisir à Callan. Sauf que Callan a oublié qui elle était, elle a oublié qu'elle avait ce don et même en fait le monde entier l'a oublié depuis 2 tomes, ceci étant le 3e et donc dans ce tome-ci, on sait finalement qu'elle existe, hein, ça s'appelle L'ombre d'une inquisitrice, c'est pas pour rien, je pense que ça met la puce à l'oreille déjà, c'est pas un gros spoil. Pas un gros spoil non plus de dire que Richard l'a enfin retrouvé, puisque ça c'est avéré, je crois déjà dans le résumé. Et Richard qui lui au tout début est prisonnier de son ennemi juré, donc l'empereur Jagang, qui est un homme qui voudrait qu'il n'y ait plus de magie dans le monde, puisque la magie c'est seulement pour ceux qui sont maudits, qui se reposent sur quelque chose, qui pensent que la vie est faite pour être vécue en gros, alors que lui il croit au créateur, donc à une sorte de dieu, et il croit surtout en l'après-vie. Il pense que ce qui est fait dans cette vie-là de mortel n'a aucune espèce d'importance, ce qui importe c'est l'après-vie. Donc il veut absolument que tout le monde rejoigne son mode de pensée, et pour ce faire, il est brutal et il engage une guerre contre Richard depuis déjà pas mal de tomes. Et donc là, Richard est son prisonnier, et plus que ça, il fait partie d'une équipe de Jala, ou Jala, enfin je sais pas, moi je prononçais Jala quand je lisais. Le Jala c'est le jeu de la vie, c'est un jeu que l'empereur adore, il a son équipe, c'est en fait, moi ça me fait penser à un espèce de football très violent. Vous avez un marqueur, donc là pour le coup c'est Richard, c'est le seul qui a le droit de marquer dans le but opposé. Et puis vous avez ses ailiers, et voilà. Et donc il fait partie de cette équipe, et en faisant partie de cette équipe, enfin pas celle de Jagang mais celle qui lui est opposée, enfin l'une de celles qui lui est opposée, en fait c'est comme une espèce de mise en abîme de cette guerre qu'il mène contre lui, et je trouve que c'est super bien fait, puisque à un moment donné même on dit que lorsqu'il est en train de combattre, enfin de faire il est en train de jouer quoi, il y a un des personnages qui dit que cette partie là, Richard est en train de créer une guerre, il va mener les adversaires à se battre, mais concrètement comme des guerriers et non pas juste comme des joueurs de Jala, et d'ailleurs c'est ce qui se passe, hein, donc voilà, on a vraiment ça, et j'ai trouvé ça génial cette idée là, même si au début ça peut paraître un peu long, en même temps c'est un bon pavé, hein. On a ici un grand format qui pèse son poids, c'est de la fantaisie adulte, donc évidemment ça prend son temps, mais il y a quand même énormément d'action dans ce tome-ci, énormément de sentiments, des personnages qui sont de retour, des personnages qui sont attachants. Vous avez aussi bien des adultes que des enfants, que une personne comme Callan qui est un petit peu un mix entre les deux, puisque elle a perdu sa mémoire, c'est une adulte certes, mais elle n'a plus de mémoire, elle ne sait pas vraiment qui elle est, donc c'est comme si elle redécouvrait la vie, hein, d'une certaine manière, mais de manière assez brutale, puisqu'elle est la prisonnière de Jagang, hein, donc étant donné que lui, il ne jure que par la violence, le viol, la brutalité, voilà, et il a tout ce qu'il faut pour, hein, évidemment. Voilà, donc c'est vraiment un mix de tout ça, pas du tout jeunesse pour le coup, hein.
Et j'ai beaucoup aimé ce roman. J'ai bien aimé la fin qui est une vraie fin. D'ailleurs je me demande si je vais lire les 4 derniers tomes parce que j'adore les personnages mais là on a vraiment une vraie fin. Et puis là je suis en train de lire la Guilde des Ombres et c'est une autre saga fantasy, je me dis peut-être qu'il faudrait alterner ou peut-être que je vais faire les deux, je sais pas. Bref, revenons à ça. Je ne sais pas si je vais lire la suite, pardon, mais pas parce que j'ai pas aimé, simplement parce qu'on a ici une fin. Et que la dernière fois que j'ai vu ou que j'ai lu une fin dans une saga, mais qu'il y avait quand même une suite et que j'ai lu la suite, j'ai été déçue. Donc vraiment, j'hésite. Et comme c'est souvent un cadeau que je demande au Père Noël, j'ai le temps de réfléchir, je crois. Hein. Je tourne cette vidéo le 2 juillet, donc voilà. Bref, tout ça pour dire que j'ai mis à ce roman la note de 17 sur 20 et je ne peux bien évidemment que vous recommander cette saga, même si les tomes 9 et 10 sont à mon sens un peu en dessous, mais le 11 qui est potentiellement le dernier, en tout cas qui est le dernier d'un arc narratif, relève énormément le niveau et voilà. Le dernier livre que j'ai lu est aussi une réécriture de contes, c'est également un livre de chez Magic Mirror. C'est Fleur d'épine de Sandy Ruperti. Alors à savoir que Sandy Ruperti est l'éditrice de chez Magic Mirror, mais qu'elle a présenté son roman de manière anonyme à son propre comité de lecture, ce qui fait qu'il a été sélectionné non pas parce qu'elle est l'éditrice, mais parce qu'il était bon, et effectivement, il a d'indéniables qualités. Alors tout d'abord, quel est le conte revisité, puisque c'est un petit peu, pas un petit peu, c'est complètement la marque de fabrique de Magic Mirror, c'est revisiter un conte. Ici le conte revisité, le principal conte revisité, c'est La Belle au bois dormant. Et pourquoi je dis principal? Parce qu'en fait il y a plein de contes. Enfin il y a des références à tout plein de contes et c'est merveilleux. Il y avait eu ça, merveilleux dans tous les sens d'ailleurs, le merveilleux du conte mais aussi merveilleux au sens super bien, génial. On avait eu ça dans La Bête du bois maudit, je crois. Attendez, je vais regarder le titre. Oui, pardon, alors c'était La Bête du bois perdu de Nina Gorlier, j'avais l'autrice chez le conte revisité, mais voilà. Et donc il y a plusieurs contes revisités, je crois qu'il y en a d'autres, mais je les ai pas lus, là je vous parle seulement de ce que j'ai lu. Et donc ici, je ne m'attendais pas à en avoir d'autres que celui de La Belle au bois dormant, et j'ai été ravie d'en trouver d'autres. Ce qui m'a ravie également, c'est que pour avoir fait moi-même des recherches, parce que je voulais un jour faire une réécriture, un mélange de La Belle au bois dormant et de Réponse, d'ailleurs en SF, voyez, n'importe quoi. Bref, pour avoir fait des recherches, je savais qu'il y avait 2 versions de cette Belle endormie, et l'une de ces Belles endormies s'appelle Tali ou Talia, quelque chose comme ça, pas la Aurore de Disney donc, et il se trouve que dans ce conte revisité, la princesse endormie s'appelle Talisandra d'Adalindis, bon pour ce qui est du royaume, et que son surnom c'est donc Tali. Donc on a bien une revisite du conte, d'un des contes qui sont à l'origine donc du Disney que l'on connaît, et voilà. Et mieux encore, enfin non, je vous laisse découvrir. Voilà. Bon, et comme je vous dis, il y a plein de contes qui sont revisités, et ce qui est également très intéressant là-dedans, alors bon, tout le monde connaît le conte de La Belle au bois dormant, mais pour faire vite, en fait, vous avez la naissance d'une jeune fille, on invite les fées, mais voilà, l'une d'elles n'est pas invitée, et au moment où les fées marraines font leur don, juste avant que la dernière fasse son don, il y a la 13e fée. Alors ici, il n'y a pas le décompte, mais bref, il y a une autre fée qui arrive et qui dit « Comment vous m'aviez pas invitée ?» Enfin ça c'est le conte de base, hein. Et qui donc maudit la jeune fille et qui lui dit qu'à l'aube de ses 16 ans, elle se piquera le doigt et mourra. Voilà. La dernière fée marraine, elle parvient à adoucir cette malédiction en disant qu'elle ne mourra pas, mais elle restera endormie pendant 100 ans jusqu'à ce qu'un prince vienne la délivrer d'un baiser d'amour. Voilà. Ça, c'est le conte de base. Tout le monde, entre guillemets, le connaît, ou on connaît au moins le Disney, et peut-être aussi juste Maléfique, avec la superbe interprétation, enfin je trouve, d'Angelina Jolie. Cela étant, j'ai vu que le premier. Bref, revenons à nos moutons. On a ici donc ce conte-ci, mais il n'est pas conté... On n'a pas l'histoire du prince chevalier qui va délivrer la Belle endormie. On n'a pas l'histoire non plus de cette Belle endormie, donc toute sa vie avant ses 16 ans. On a l'histoire d'un 3e personnage, une fille, qui n'est autre que la sœur du chevalier qui doit aller la délivrer. Et ça déjà, ce point de vue-là est super intéressant. Parce qu'on raconte un conte
mais pas par l'un des héros habituels, ou pas du tout en fait, par l'un des héros. Et cette fille qui n'est pas du tout prédestinée à être héroïne, hein, elle est princesse, si son frère est destiné à devenir roi une fois qu'il aura réveillé la princesse endormie, elle est prédestinée à épouser le meilleur parti une fois qu'elle aura eu ses règles et qu'elle pourra enfanter. En gros, c'est ça. Donc pas un superbe avenir, mais elle a grandi comme ça, donc elle va s'y faire, ou pas, parce qu'elle a un petit côté rebelle, dans le sens où elle va se déguiser et sortir du château pour vivre mille et une aventures, mais pas trop quand même, parce qu'elle sait qu'un jour, elle devra épouser quelqu'un, contre sa volonté certes, mais c'est comme ça, elle est princesse, donc elle devra s'y faire. Et donc, on a une petite partie ici qui traite, bon, des contes, encore une fois, hein, de plusieurs contes, et puis aussi de la liberté, donc la liberté d'être soi. Hein. Cette jeune fille, elle, tout ce qu'elle veut, c'est être libre, libérée du carcan de son statut de princesse. Elle veut pouvoir choisir ce qu'elle veut faire, même si elle n'en a pas tout à fait l'étoffe, en fait, d'une héroïne, on s'entend. C'est très féministe, du coup, puisque c'est une héroïne, qu'elle se pose des questions sur la condition de la femme, sur sa condition à elle, mais aussi sur la condition de cette Talisandra qui est endormie et qui peut-être n'attend pas que on vienne la réveiller, qu'elle veut certes être réveillée, mais pas forcément épouser le garçon ou la fille d'ailleurs peut-être, qui sait, qui va la réveiller. Voilà, il y a aussi la notion de consentement que pose l'héroïne, enfin la question du consentement que pose l'héroïne qui s'appelle d'ailleurs Ariane. Et bien sûr, il y a des références à la mythologie avec le fil d'Ariane, le labyrinthe, etc. Donc vraiment, c'est un conte qui est plein de bonnes choses. Voilà, donc féminisme, liberté, consentement, plein de références à de nombreux contes, l'aspect merveilleux également des contes, la couleur de la couverture, les roses, les fleurs, vous les retrouvez en fait tout au long du roman. Cette couleur est vraiment tout simplement l'un des motifs du conte, de cette revisite que j'ai beaucoup aimé. Et raison pour laquelle j'ai mis à cette revisite la note de 17 sur 20. Qu'est-ce qui m'a fait baisser cette note? À dire vrai, je ne sais pas trop. Voilà. Peut-être quelques longueurs, mais là tout de suite, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, lisez ce roman s'il vous plaît. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce vers le haut. Dites-moi également en commentaire si vous aussi vous avez participé au challenge, si vous avez pu compléter toutes les fleurs du challenge, si vous avez lu l'un de ces livres, enfin bref, faites-vous plaisir dans les commentaires, ils sont là pour discuter, ou laissez-moi juste un petit smiley, enfin comme vous voulez, vous êtes libre bien évidemment. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, eh bien je vous invite à le faire si le contenu vous plaît. Enfin, si vous ne connaissez pas encore mon site internet, c'est steffiwolf.fr, n'hésitez pas à aller y faire un tour, vous y retrouvez toutes mes chroniques écrites, donc non seulement celles que je viens de vous présenter et qui sont en barre d'infos, mais également toutes les chroniques de tous les livres que j'ai pu lire jusqu'ici, et bien souvent j'ai un peu d'avance, enfin bref, voilà. Vous avez également quelques posts, quelques articles concernant ma vie d'autrice, donc pour en savoir un peu plus sur ce que j'écris, ce que j'ai envie d'écrire et tout ça. Voilà, cette fois c'est vraiment tout, je vous laisse naviguer tranquillement sur YouTube et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchussy!